Bonjour à tous et bienvenue. Il y a un peu plus d'une semaine, Bachar el-Assad s'enfuyait en compagnie de sa famille direction Moscou. Il abandonnait donc le pouvoir et la Syrie disait adieu à la dynastie Assad et également au parti bassiste à la tête de l'État. Et au fur et à mesure que les groupes composant la dite opposition syrienne, que ce soit des groupuscules armés ou politiques, plus elle avançait, plus elle gagnait du territoire, plus le football syrien réagissait, avant même la capitulation et la fuite d'Assad. C'est-à-dire que dès le 4 décembre, la fédération avait fait interdire toutes les rencontres footballistiques à travers le pays. Et alors que les dits rebelles, comme les médias les appellent, s'approchaient de Damas, ils n'étaient pas encore dans la capitale, notamment le fameux groupe HTS d'Al-Joulani, la fédération syrienne de football avait troqué son logo, changeant le rouge habituel pour passer au vert. D'ailleurs, c'est une véritable question. Est-ce que la fédération syrienne de football n'a pas été la première institution nationale à changer de logo de la sorte ? Avec évidemment l'importance que cela peut avoir, parce que vous imaginez bien que, comme dans tous les autres pays arabes, le football revêt une importance très particulière et très importante dans le quotidien de millions de Syriens. Et immédiatement après la prise de Damas, on a eu les réactions notamment du vice-président de la fédération qui avait été dithyrambique. Certains joueurs ont également partagé sur leurs réseaux sociaux leur joie de ce qui venait d'arriver. Bien évidemment, le président de la fédération, très proche de l'ancien gouvernement, il est d'ailleurs membre du Parlement, M. Ramadan, qui avait déjà été aux affaires il y a quelques années, là c'était son deuxième passage, il était revenu il y a quelques années, lui se tairait dans le silence. Parce que c'est bien simple, on lit depuis des années que le football est un peu la chasse gardée des Assad, et rappelez-vous, lors de cette fameuse épopée de les qualifications à la Coupe du Monde 2018, où la Syrie a été si près de voir le mondial, on se rappelle ce fameux poteau contre l'Australie à la 90e minute, qui aurait pu permettre aux Aigles d'avoir le dernier barrage afin de voir la Russie en 2018. Quand la Syrie était si proche de cela, jamais le football syrien n'avait été aussi politisé. Et des deux côtés, vous aviez évidemment l'État et principalement son président, Bachar el-Assad, qui s'affichait copieusement avec l'équipe et tous les entraîneurs et officiels rappelaient à quel point ils aimaient Bachar el-Assad, à quel point ils étaient fiers de Bachar el-Assad, puisqu'il se dressait contre les terroristes et qu'il était l'homme pour sauver la Syrie. Et de l'autre côté, vous aviez une opposition, notamment celle qui s'exprimait depuis la Turquie, qui expliquait que c'était l'équipe du dictateur et qu'il ne se reconnaissait pas dans ces aigles-là. Donc le décor est planté, maintenant on va rentrer un peu dans le détail parce que l'angle footballistique me paraît fascinant. Pourquoi je me permets de parler du football syrien? Parce que déjà c'est un sujet que j'ai abordé sur la chaîne, notamment lors du WAF. C'est le championnat d'Asie du Sud-Ouest que la Syrie d'ailleurs avait gagné en 2012, donc après le début de la guerre. Et d'ailleurs Assad avait reçu l'équipe nationale dans un de ses palais et avait donné quelques gratifications financières notamment, même si les sommes étaient très petites vu la performance. Je rappelle que la Syrie n'avait jamais gagné ce tournoi, qui est certes quand même un petit peu mineur dans les compétitions arabes. Et puis surtout, à la suite de The Beautiful Game que j'ai fait, Foot, guerre et politique, j'avais dans l'idée de faire un numéro 2. Et donc je me suis dit, bon bah la Syrie ça me semble absolument parfait. Et je commence à contacter plein de gens, notamment ceux de Syria Pro Players. Et je n'ai jamais eu autant de difficultés à faire parler les gens. Autant les mecs de Syria Pro Players étaient sympas, ils me connectaient à des joueurs, après je me débrouillais pour avoir d'autres contacts. Et dès que tu arrivais par exemple des Gabriel Somi qui avaient joué en Europe, la famille Madrigan, je dois peut-être mal le prononcer parce que le père a joué pour l'équipe nationale, le fils aussi, enfin, c'est vraiment une famille footballistique. Et donc tu écrivais, et d'autres joueurs, et même pas de réponse, même pas un bonjour, etc. Et c'est très étonnant, parce que bon, je vais pas rappeler l'hospitalité syrienne, puis même dans les pays arabes c'est super facile de travailler footballistiquement. L'Irak, vous le savez, je l'ai fait, mais c'était ultra facile. Et je parle même pas de tous les pays un peu plus loin, qu'on peut dire même en guerre. La Somalie, c'est d'une facilité incroyable. L'Afghanistan, j'en parle même pas, il te passe toujours un contact et tout. J'ai jamais eu de problème. J'avais eu un petit peu à Cuba. Au début, il y avait une certaine méfiance, etc. et tout. Et l'Érythrée. Bon, mais l'Érythrée, en même temps, c'est très très compliqué. Et donc, j'avais senti qu'il y avait beaucoup de réticence. J'avais réussi à parler quand même à quelques joueurs et entraîneurs, notamment Dorian Marin, un coach roumain qui avait été là-bas, Rui Almeida. Mais des joueurs syriens, c'était très dur. Et là, depuis une semaine, là, quand je contacte, c'est beaucoup plus facile. Donc, à mon maigre niveau, et ça montre quand même quelque chose d'important, c'est qu'on sentait que la liberté de parole, principalement, enfin, a fortiori en temps de guerre, elle est compliquée, mais alors a fortiori en Syrie. Je n'avais jamais connu ça et pourtant ça fait plus de 10 ans et j'en ai fait des enquêtes à travers le monde entier. Et là, c'était même pour écouter les joueurs, simplement connaître un petit peu leurs histoires. Parce que la Syrie est un magnifique pays de football. Laissez-moi vous conter un peu ça parce que vous avez évidemment les clubs de Damas, notamment Al-Jayesh qui est assez connu, mais vous avez également une grande scène footballistique à Alep, aussi à Homs, et vous avez aussi à Latakia. Latakia, c'est évidemment la grande ville et province méditerranéenne, un peu bastion historique de la communauté alawite et donc des Assad, où c'est vrai que depuis la guerre, on a l'un des clubs, Tishrin, qui a été champion, je crois, 2 ou 3 fois de suite, sachant qu'en effet, c'était soit les clubs de Damas ou de Latakia qui ont récupéré, on va dire, les titres durant ces moments-là. Rendez-vous compte que malgré la guerre,
Le championnat syrien ne s'est pas joué une seule fois. Sinon, il est toujours allé au bout. Alors, on s'est débrouillé. Il y a une année, on l'a fait que dans la capitale. Et après, les matchs se jouaient entre Damas et l'Attaqué. D'ailleurs, c'est curieux parce que Utin et Tishrin, c'est le grand derby. Et attention, moi, on m'a envoyé les photos et les vidéos. C'est un délire. Hein. C'est comme le basket en Syrie. Hein. Il y a une passion absolument incroyable. Et donc, pour ce derby-là, il se joue au stade Al-Assad, qui avait été inauguré, je crois, dans les années 70, et surtout qui avait accueilli la finale des Jeux de la Méditerranée en 1987. Il avait été rénové dans les années 2000, il fait quasiment 30 000 places, c'est l'un des plus beaux stades de Syrie, qui porte le nom donc de la dynastie, j'ai envie de dire, Assad. En même temps, pas très loin, je crois, Jableh, je dois peut-être mal le prononcer, on a un stade qui est le stade Baas, c'est-à-dire en hommage au parti en place en Syrie. Donc on avait beaucoup de symboles là, mais derrière ça, il n'y en avait pas tellement. Le papa Hafez El-Assad lui avait créé une entité générale du sport, un peu comme ce qui se faisait en Irak, mais c'était quand même légèrement différent. C'était un espèce de fourre-tout pas tellement compréhensible, c'était un peu une chienlit, et c'est vrai que les différentes fédérations syriennes ont souvent été marquées par une grande corruption. J'en parlais récemment avec Dorian Marine, qui a coaché donc plusieurs clubs en Syrie. Il me disait le problème en Syrie, c'est pas les joueurs, c'est pas le public, c'est les dirigeants. Parce qu'en fait, ils veulent tous faire des transferts, etc. Donc ils veulent surtout pas que des jeunes ou des inconnus jouent. En fait, ils veulent en mettre certains pour ensuite le transférer là et derrière récupérer l'argent pour eux. Mais j'ai envie de vous dire, les magouilles dans les transferts, ce n'est pas propre qu'à la Syrie. Et donc, réellement, le football, oui, le gouvernement, quand ça gagnait, il venait. Surtout, il s'était intéressé pour que les jeunes gagnent. Donc, on truquait les âges. Comme en Irak d'ailleurs. Hein. L'Irak et la Syrie sont deux grands pays de trafic d'âge et d'identité, notamment chez les jeunes. Il y a une excellente enquête qui était sortie il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'était monnaie courante. Il n'y a pas qu'en Afrique qu'on truque les âges, en Asie également, et principalement au Moyen-Orient. On a même changé des identités, enfin bref. Mais à part ça, avant la guerre, honnêtement, des fois on voyait Assad un petit peu dans le football. C'est vrai qu'il y a eu des investissements supérieurs mis dans le football depuis la prise de Bachar, mais c'était pas non plus Byzance. Alors sachant qu'on rappelle que sportivement en Syrie, on a le foot, on a aussi le basket, je le rappelle, c'est très important. D'ailleurs, petite ironie, pour vous montrer quand même, c'est assez incroyable. Les Syriens donnent un passeport à un joueur américain quasiment à chaque compétition. C'est quand même exceptionnel quand tu connais la géopolitique, la relation entre les deux pays, mais il y a eu plusieurs Américains qui ont obtenu le passeport pour jouer avec la Syrie. Bon. Et bien évidemment, quand on parle de sport, de politisation, on est obligé de parler de Bassel, qui était donc le frère aîné de Bachar el-Assad, celui qui était le dit successeur avant de mourir. Et c'était un cavalier. Alors l'anecdote elle est assez connue, puisque je crois que c'était aussi pour des Jeux de la Méditerranée, ça se passait en France. Il va là-bas, sauf que sa compétition en ligne ne se passe pas très bien. Et en équipe, la Syrie va glaner une médaille parce qu'il y avait un exceptionnel cavalier syrien. Et quelques mois après, il sera emprisonné officiellement pour une tentative d'assassinat sur Bassel. Sauf qu'il n'y a pas eu de procès, rien, c'était un simulacre. Et beaucoup expliquaient qu'en fait, Bassel el-Assad n'a jamais accepté de se faire presque humilier de la sorte par un cavalier bien meilleur que lui. Il restera 21 ans en prison et je crois qu'il sera libéré en 2014 par je crois une grâce ou un pardon présidentiel, sachant que lorsque Bachar el-Assad avait repris, il ne s'était absolument pas mêlé de ce dossier-là. Donc on sait très bien que des fois il y a eu des choses innommables, mais quand même on va tout de suite tempérer, ça n'a rien à voir avec l'Irak. Moi j'avais interrogé des joueurs qui avaient été torturés, qui avaient été emprisonnés suite à des défaites sous Saddam Hussein, mais c'était pas Saddam, qui comme les Assad, honnêtement le sport c'était pas non plus sa priorité. Par contre Saddam il avait son fils aîné, Uday, celui qui était en charge du comité national olympique irakien et de la fédération de football irakienne. C'est-à-dire que c'était un dingue de sport et notamment de football. Et il y a eu des dérives absolument pas possibles, ça je l'ai largement raconté dans ce livre-là pour tous ceux qui l'ont lu. Donc la Syrie ce n'était pas du tout pareil. Maintenant vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé depuis la guerre. Au moment où il y a la guerre, là le football devient un enjeu étatique. Déjà pour l'équipe nationale, parce qu'elle commence à s'améliorer. Déjà ils commencent dans les qualifs Coupe du Monde, ils ne sont jamais allés, mais c'était de mieux en mieux. Et puis il y a 2012, ils gagnent le WAF. Et puis il y a une génération incroyable. Firas Al-Khatib, capitaine, meilleur buteur de l'histoire. Puis il y a deux autres joueurs. Il y a Khirbin et il y a surtout Omar Al-Soma. Les deux, notamment Omar Al-Soma, c'est peut-être dans le Moyen-Orient et dans le Levant, le meilleur attaquant depuis 10-15 ans. Il a éboulé en Arabie Saoudite avec Al-Ali. Et Khirbin, je crois qu'il a été élu parmi les meilleurs joueurs asiatiques. Voire je ne sais même pas s'il ne gagne pas un trophée de meilleur joueur asiatique. Et c'est lui qui va emmener Al-Hilal en finale à l'époque de Ligue des Champions asiatiques. Dans le même temps, les clubs syriens, bon, tu avais un club de Alep, Karama je crois, ouais c'est ça, qui avait fait un peu de la Ligue des Champions asiatiques, je crois qu'ils avaient fait plutôt un bon parcours, mais globalement c'était assez compliqué parce que les clubs souffraient de moyens et de structures très moyennes. Parce que même si l'État se servait du football lors des temps de victoire, il ne donnait pas forcément les moyens nécessaires au développement footballistique et même au développement sportif en général. C'est un peu un des contrastes. Sauf que la guerre arrive et là, le football il va servir, non pas d'unité, mais de normalisation. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement récupère la ville d'Alep, on va rapidement réorganiser des matchs à Alep, le derby et tout. Et donc il y a des médias, il y avait aussi des campagnes médiatiques à ce niveau-là par les réseaux syriens, du lobbying, etc. pour dire regardez, dans un pays en guerre, la vie reprend son cours, le football revient.
Et ça, c'est là où on voit à quel point le foot est une arme politique, et il a été utilisé comme ça. Et plus l'équipe nationale brillait, notamment dans ce fameux run pour les qualifs 2018, plus Bachar el-Assad s'affichait avec cette équipe. Sachant qu'il y avait des doutes, parce que c'est Khirbin ou Soma, j'ai un doute. Je crois que c'est Khirbin. Au début, à mon air, n'est pas en équipe nationale, puis après il est revenu. Mais t'as surtout Firas Al-Khatib, le meilleur buteur de l'histoire des Aigles. Et lui, il a fait une grande carrière dans le golf, c'était un buteur un petit peu à l'ancienne, comme plein de pays arabes en font, mais c'était un très bon joueur. Lui, à un moment donné, il ne voulait plus revenir en sélection, il disait qu'il avait rejoint le rang de l'opposition. Et puis quelques années après, il va revenir de manière triomphale, Bachar va poser avec lui, etc. Et c'était pas la première fois qu'on avait vu ça. On se rappelle qu'il y avait un gardien, et j'ai perdu son nom, qui a été très longtemps en équipe nationale. Lui, il avait été plus ou moins emprisonné, il avait commencé à être arrêté pour diverses choses. Je crois que c'est juste un petit peu avant la guerre, et puis il était revenu, il n'y avait pas eu de souci. Parce que là où en fait il y a un clivage, c'est que certains joueurs, eux, ont quitté les équipes nationales. On peut penser à ce jeune des moins de 16 ans qui avait fui le pays, qui est parti en Allemagne, etc. C'était le capitaine des U16 et U17 de l'équipe nationale syrienne. Et on pense surtout à ce jeune gardien de Homs, qui était international moins de 17 et moins de 20 ans, qui deviendra un des porte-voix de l'opposition. Il était connu un peu comme l'un des chanteurs de Homs. Et puis vous avez surtout en 2016 une nouvelle assez tragique, puisqu'un ancien grand joueur de l'équipe nationale, il a même été capitaine parfois, il faisait partie de cette fameuse génération dont je vous expliquais, ce fameux club qui avait fait la Ligue des champions asiatiques à Alep. Et ben ce joueur-là, il sera mort, torturé en prison, parce qu'on lui reprochait des charges d'avoir justement rejoint les manifestations, les protestations, etc. avec quelques dommages. Et il y a beaucoup de joueurs, alors c'est difficile à quantifier, qui ont rejoint évidemment l'autre rang, d'autres qui ont émigré, qui sont partis de manière complètement anonyme dans d'autres pays pour tenter de faire autre chose, et certains en effet sont morts dans des geôles. Maintenant c'est très dur, encore une fois je le répète, de quantifier cela. Et également de l'autre côté on a des exactions sur des footballeurs. Il y a eu des bombardements à Damas qui ont tué un jeune attaquant de 19 ans qui faisait partie d'un club de première division. Ce sont des bombardements dits de l'opposition syrienne à l'époque, et surtout dans la ville de Raqqa à l'époque, les djihadistes ils ont décapité 4 joueurs en les accusant d'avoir fait de l'espionnage. Donc la violence elle était là, et la politisation un petit peu des deux côtés. Parce que comme je vous le disais, quand il y a ce magnifique run, dans les tribunes, qu'est-ce qu'on voit? Notamment lors d'un match à Téhéran, on voit le portrait de Bachar el-Assad. Et quasiment à chaque conférence de presse, les entraîneurs, et là d'un coup il n'y avait que des Syriens quasiment. Il y a un Allemand aussi, je crois, des Bernstange, mais après c'était que des Syriens, notamment Fajr Ibrahim. Et ben on répétait quoi? On est là grâce à Bachar el-Assad, c'est lui qui se pose en opposant des terroristes, etc. Et tout. Et là le football était devenu d'un coup le porte-voix de l'État syrien. Alors qu'auparavant, je vous dis, ah oui, quand ça gagnait, il allait faire les photos, etc. et tout. Mais ça n'a jamais été une priorité. Là, d'un coup, en temps de guerre, on voit que le football revêt un intérêt tout particulier. Et pour dire à quel point ça va loin, c'est qu'il y a quelques chansons, vous pouvez d'ailleurs écouter sur YouTube, un peu de pop syrienne, et où il y a plein d'influenceurs, d'acteurs, de chanteurs et tout. Et en fait, ça a servi lors de la campagne pour encourager justement les aigles. Et donc en fait on avait toute cette confluence pour dire regardez, c'est un symbole d'unité, et puis derrière il va encore avoir d'autres exploits, puisque malgré une petite période de vache maigre, qualification pour la Coupe d'Asie, première fois que la Syrie va passer le premier tour, va gagner un match. C'était un technicien argentin sur le banc, Hector Cooper, qui lui avait fait le pari avec la fédération d'aller puiser dans la diaspora syrienne, notamment issue d'Amérique latine. On a eu des Syriens nés en Argentine, je crois au Chili, peut-être même en Colombie, qui sont venus rejoindre l'équipe nationale, qui ont été convaincus également par le président, M. Ramadan, qui des fois a dû payer de sa poche certaines choses. Et donc, même en termes bureaucratiques, ça n'a pas été facile, parce que ces gens-là, ils avaient soit un parent, soit un grand-parent qui était syrien, mais on a tout fait au niveau administratif, ce qui montre que quand l'État voulait, il pouvait. Ils avaient garni justement les rangs de l'équipe nationale. Et ça c'est vrai, toujours dans les temps on te disait que l'équipe nationale c'est une composante de toute la mosaïque syrienne, puisque tu trouves des gens d'origine arménienne, de multiples confessions. Ça c'est une réalité. L'Irak d'ailleurs aussi était un petit peu pareil, mais ce qu'on remarque surtout, c'est que là la Syrie allait un petit peu mal, qu'en temps de guerre ce sont notamment les clubs de l'attaqué, donc du chef quelque part Assad, qui ont réussi un petit peu à prospérer, notamment Tishrin qui fait 2 ou 3 titres de suite, et d'autres de Damas, même si ces dernières années, le double champion en titre, il vient de Deir el-Zor. Alors c'est absolument lunaire, parce que Deir el-Zor c'est quand même pas la ville la plus développée de Syrie, c'est une ville importante, mais c'est à l'est du pays, c'est complètement isolé presque, et là, Al-Foutoua, champion les 2 dernières années. Ce qui est dingue évidemment, c'est que même en temps de guerre, le foot était très populaire, notamment les clubs. Sauf qu'il y a un problème, c'est l'argent. Parce qu'avec une monnaie complètement dévaluée qui ne valait plus rien, et toutes les sanctions, comment tu faisais pour attirer des joueurs étrangers, comme on l'a vu au tournoi des années 2000, avec également beaucoup de techniciens étrangers. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que ce championnat était amputé financièrement, comme toute la Syrie, qui a vécu une véritable guerre financière, avec des sanctions terribles qui ont mis le peuple littéralement à genoux, qui devait faire des queues de 2-3 heures juste pour du pain. Là, qu'est-ce qui va advenir aujourd'hui? Il y a d'autres questions. Comment était le football à Iblid, l'enclave détenue, on va dire gouvernée à l'époque par Al-Joulani et tous les autres?
Ça, actuellement, j'ai pas assez de renseignements solides et crédibles et d'informations sûres et vérifiées pour pouvoir le dire. Mais ça va être intéressant. De même, certains sont en train de s'inquiéter vis-à-vis de cette équipe multiconfessionnelle, comment elle va pouvoir se conjuguer avec les désidératas de certains, et surtout, que va-t-il se passer de la série lorsque les caméras ne seront plus là. Mais ça, ce n'est pas mon domaine. Moi, je voulais vous donner des histoires. Alors certes, il y en a certaines qui sont tragiques, d'autres qui sont magnifiques, parce que je le répète avant tout, le football, que vous soyez en France, au Laos, en Irak ou en Syrie, c'est avant tout quelque chose qui vient du cœur et d'amour. Et le football syrien, il en a plein. Donc rien que pour ça, je n'ai qu'un mot. Keep the faith.